C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs responsables du parti politique Les Démocrates sont interpellés et gardés à vue pour des faits de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous suivrez dans cette édition l'argumentaire de Jacques Migan, ancien bâtonnier, à ce sujet. L'école d'initiation théologique et pastorale EITP de l'archidiocèse de Cotonou a procédé samedi dernier à la remise d'attestation de fin de formation aux 118 apprenants de la deuxième promotion. À suivre dans un instant. En déplacement à René-Pleven le samedi dernier, ESAE FC a confirmé sa bonne forme en ce début de la Super League Pro. Les poulains de Mathias Deguenon ont dominé Éternel FC 2-1 grâce à un doublé de Bachir Faisal, 26e et 48e minute. À nouveau, bonsoir. Le paludisme demeure la première cause de consultation et d'hospitalisation. C'est ce qu'a déclaré le directeur de cabinet du ministère béninois de la Santé, Dr Peta Akogbeto, samedi 24 avril 2021. En prélude à la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a eu lieu chaque 25 avril, Dr Petas Akogbeto a fourni des informations du ministère de la Santé. Selon les données, en 2019, 46,1% des consultations et 40,8% des observations sont liées à cette maladie. Dans le but d'éliminer ce fléau à l'horizon 2030, le gouvernement du président Patrice Talon met en œuvre son programme d'action du gouvernement contre le paludisme. Cette campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action est organisée tous les 3 ans dans les ménages pour l'accès universel. La deuxième édition a eu lieu en 2020. Elle permet de réduire l'incidence de cette maladie. L'école d'initiation théologique et pastorale EITP de l'archidiocèse de Cotonou a procédé samedi dernier à la remise d'attestation de fin de formation aux 118 apprenants de la deuxième promotion. Pendant 2 ans, ces apprenants ont été initiés à la réflexion théologique et pastorale. La première année compte 300 heures et la deuxième 325 heures. Les cours ont été axés autour de la Bible, de la théologique, de l'histoire de l'Église, de la vie, de la foi et de la culture générale. Je vous invite à suivre dans un premier temps l'essence de ce parcours emblématique. Légitime joie qui trouve sa source en Dieu, à qui nous rendons grâce pour la belle œuvre qu'a été l'initiation de nos frères et sœurs, ainsi parvenus à la fin de leur formation à l'EITP. La fin d'une formation, la fin de l'initiation. Et j'ai vraiment envie de m'exclamer, qu'est-ce que le temps passe vite! Tel une ombre, le temps s'est évanoui devant nous, confirmant le cri presque désespéré d'un certain poète antique, Virgile est son nom. Fodit irréparabile tempus, le temps irréparable fuit. Combien de fois, lors de nos séances d'initiation théologique, parfois enflammées, jamais incendiaire, mais toujours chaleureuse. Combien de fois n'avons-nous pas été tentés d'arrêter la course olympique et athlétique du temps, comme jadis Lamartine donnant l'ordre au temps de suspendre son vol. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Il est vrai, cependant, que d'un autre point de vue, le temps d'initiation a peut-être paru long, eu égard aux divers sacrifices consentis, à la nécessaire discipline qu'il fallait s'imposer
et aux épreuves inhérentes à toute initiation. Mais peut-il y avoir une épreuve, une initiation sans épreuve, sans stress? Le moteur de toute initiation, c'est bien évidemment l'épreuve. Celui qu'on initie est soumis à des obstacles douloureux qu'il doit surmonter par son endurance, signe d'un amour ardent. Et c'est cela qui fait la fierté de l'initié au terme de la période initiatique. Chers récipiendaires, la fierté qui vous meut en ce jour vient de ce que, avec un grand amour, vous avez vaincu le découragement qui, à certaines heures, pourrait vous avoir tenaillé. C'est votre endurance qui vous a conduit à cette heure conclusive. Toutefois, si dans les sociétés traditionnelles, le processus initiatique a pour but de dévoiler progressivement à l'initié un secret qu'il devra cependant garder jalousement, s'il lui ouvre l'intelligence à la connaissance d'un mystère caché, la réalité est bien différente pour vous. Dans la mesure où, de par son étymologie grecque, le mystère, mysterion, signifie littéralement ce qu'on ne peut dire, ce qui ne peut sortir de la bouche d'un initié, secret lié à une initiation. Il est clair que votre initiation à l'EITP est loin d'être comparable à celle qui se reçoit dans les sociétés traditionnelles ou dans les religions à mystère. Vous n'avez pas été initié pour garder pour vous-même une quelconque connaissance cachée qui vous rendrait supérieur aux non-initiés. Bien au contraire, l'initiation qui vous a été assurée exige de vous une proclamation publique, conformément à l'exhortation même du Christ en Matthieu 10, 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Voilà en quoi consiste l'initiation en Église. Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le cœur de votre initiation, c'est bien le mystère. Ce mystère qui donne sa coloration à votre initiation, dans la perspective de l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est l'Église, mystère révélé ouvertement au monde. En 2 ans, l'opportunité vous a été donnée de mieux connaître Jésus-Christ et son Église, d'avoir une meilleure intelligence de sa parole et d'aimer en définitive Dieu avec une foi plus convaincue et plus approfondie. Inépuisable trésor remis en vos mains pour la gloire de Dieu et le salut de vos frères et sœurs. Au cours de cette cérémonie académique, une communication a été présentée à l'assistance sur le thème « Urgence et nécessité de la formation théologique des fidèles laïcs en Afrique aujourd'hui », animée par Paul Christian Kitty, enseignant de philosophie à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette communication éprise de richesse intellectuelle concorde avec les défis qu'il s'impose à ses apprenants en fin de formation. Suivons ensemble un extrait de la dite communication. La théologie est d'autant plus importante qu'elle renforce d'une part notre foi, qu'elle éclaire de la lumière de la raison et nous met d'autre part à l'abri de la prédation du rationalisme athée et du spiritualisme maléfique qui emporte aujourd'hui dans ses flots beaucoup de croyants
devenue leur proie privilégiée. Dans la mesure où elle permet de comprendre le Christ en profondeur pour mieux le suivre dans la société où l'on vit, l'activité théologique devient une composante importante de la sequela Christi, la suite du Christ. Dans un monde où presque tout s'effondre, où les arguties prennent le pas sur la pensée, où les moins lettrés et les plus riches achètent les intellectuels et les scientifiques et décident de l'avenir des peuples et de la science, dans un monde où l'on défend l'indéfendable au nom d'une pseudo-liberté, dans un monde où certains peuples se battent pour maintenir d'autres sous leur domination et où certains prophètes assermentés, consacrés ou ordonnés se détournent de leur mission pour se transformer en turiféraires des bourreaux du peuple de Dieu. Dans ce monde, la foi, en quête de son intelligence, devient un impératif catégorique. Cette foi est l'adhésion totale à travers le baptême au Christ mort et ressuscité. Cette foi associe l'existence du croyant au mystère du Christ et la transforme en Eucharistie pour la vie de tout homme et de toute femme. C'est à ce niveau précis de son être au monde que se situe l'engagement socio-politique du chrétien. La doctrine sociale de l'Église se situe dans la droite ligne de cet être au monde du chrétien. Le chrétien conséquent ne peut donc pas rester insensible ou neutre par rapport au mal, à l'injustice et aux souffrances des hommes et des femmes de son temps. Autrement dit, l'engagement ou la sensibilité sociale du chrétien est consubstantielle à son identité baptismale. Et le chrétien qui se désintéresse des souffrances des hommes et des femmes de son temps s'éloigne pastoralement du Christ et de l'Église. Les joies et les espoirs, je cite le Concile Vatican II, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Le dernier critère de discernement de spirituel devient l'humain. L'absence à l'humain trahit la spiritualité et la religion. S'il est vrai que l'Afrique est à la fois le continent le plus prometteur et le plus meurtri aujourd'hui, alors il est évident qu'elle constitue un terrain privilégié
pour le ministère pastoral de l'Église. Dans ce continent marqué par le contrat racial, l'exploitation, la dépendance économique, tant des États que des Églises, la fragilisation des valeurs, il y a l'Afrique francophone dont la situation apparaît encore plus déplorable à cause de la France-Afrique, une des formes d'exploitation les plus perverses et les plus violentes de l'histoire de l'humanité. Dans cette Afrique francophone, le Bénin est l'un des pays où les traditions endogènes sont particulièrement riches, mais où le paranormal constitue aussi un grand défi pour la société et pour le chrétien en particulier. Le père Rodrigue Gbedjinou est le directeur de l'école d'initiation théologique et pastorale EITP de l'archidiocèse de Cotonou. À la fin de la cérémonie d'attestation, ce dernier a exposé les obligations sociétales qui s'imposent aux nouvelles initiées. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Annonce kérigmatique. Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est cette disposition du cœur, de l'ouverture du cœur que je vous souhaite. Après ces 2 années de cours, mieux, de parcours, d'initiation, à la suite du Christ, le seul et l'unique maître d'initiation. Vous avez dit que l'école vous a fait ou vous a refait. C'est ce que vous allez faire désormais. De ce qui vous a fait mieux, de celui qui vous a fait et refait, qui est important, impérieux et urgent. C'est une œuvre de grâce, ce parcours, que vous avez tenu comme une gageure, une œuvre de la grâce à laquelle vous avez collaboré. Et c'est votre mérite. Mais si vous avez un mérite, ce mérite revient encore au Seigneur, c'est-à-dire à Dieu qui donne ce qu'il ordonne. Action de grâce donc, c'est-à-dire la grâce en action dans vos vies. D'ailleurs, le Christ lui-même le dit bien, celui à qui on a beaucoup donné, on réclamera davantage. Vous êtes donc désormais inexcusable. L'honneur de ce soir est alors une charge. L'honneur de ce soir se décline pour vous en témoignage et en engagement. Comme l'a bien rappelé M. Paul Christian Kitty dans sa communication. C'est le principe de la responsabilité chrétienne qui consiste pour vous à devenir capable de répondre non seulement de Dieu, mais aussi devant Dieu de vos frères et sœurs. Quelle noble mission! Surtout en cette année des 160 ans de l'arrivée des missionnaires en cette terre béni par le Seigneur. Et il y a une semaine, nous célébrions ici même une veillée de prière à cet effet. Aussi, à vous, missionnaires d'aujourd'hui, héritiers du sacrifice, de l'abnégation, de la disponibilité de ces missionnaires. Aussi donc à vous, voudrais-je me permettre de recommander un résumé peut-être inadéquat de la lumineuse méditation, de recommander 5 points en résumé. Le premier point, la quête des réalités d'en haut.
sans déconnexion avec les enjeux temporels et existentiels. C'est-à-dire, relevez-vous, levez-vous et levez vos regards. Regardez plus loin et toujours au loin, vers le haut. Les pieds solidement ancrés dans la pâte existentielle. Deuxième point, la culture de l'émerveillement face au bien et à tout bien, d'où qu'il vienne. Et en même temps, la culture de l'indignation face au mal, à tout mal, d'où qu'il vienne. Quand le mal est fait par un ami, par un partisan, par quelqu'un de ma région, ça demeure toujours un mal. Partagez le bien, répandez-le, remplissez ce pays comme les apôtres du bien. Remplissez la cité, la société de la bonne nouvelle. Troisième point, l'urgence de la résurrection de la conscience. Une conscience plus ou moins anesthésiée, pour ne pas dire en coma, dans la société que nous formons, par le pouvoir de l'argent et l'argent du pouvoir. Quatrième point, la foi en l'effet papillon. Ce n'est pas ici le lieu de développer ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire il y a une forme de papillon. Quand il bat des ailes à Hong Kong, il est capable de provoquer la pluie à New York. Et c'est démontré scientifiquement. Le papillon aux ailes si frêles. La foi en l'effet papillon, ce n'est pas l'éclat de vos engagements ou de vos œuvres, ou de la quantité de ce que vous ferez. Ce n'est pas cela qui est attendu, mais la détermination à faire le bien, à bien faire le bien, à faire ce que le Père Barthélemy Zizououé nous enseignait, le devoir d'État. Le devoir d'État. Et à faire les petits pas. Chaque jour, un petit pas. Et tenir résolument le petit pas. Et dernier point, je finirai par là. La force d'une espérance active que rythmait d'ailleurs l'exhortation post-synodale à Frithier Mounou signée en Lothaire il y a bientôt 10 ans, par la mystique des semeurs, mais aussi la mystique des pêcheurs. Le semeur sème à profusion avec générosité. La mystique des pêcheurs, même dans la Bible, ils ne tirent jamais seuls, ils tirent ensemble. Cela requiert de vous la constitution de réseaux dynamiques, créatifs, actifs de bien. Malheur aux solitaires, ve soli. C'est par ce mot que je voudrais vous remercier pour ce parcours. Et en vous remerciant, je regarde et je vois les disciples de la première promotion. Quelques-uns sont là pour vous accueillir et vous accueilleront pour la messe d'envoi en mission dimanche prochain. Plusieurs responsables du parti politique Les Démocrates sont interpellés et gardés à vue pour des faits de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État. Des interpellations qui, selon Jacques Migan, ancien bâtonnier, acteur politique, pourraient avoir des préjudices graves sur la jouissance du statut juridique du parti politique. À en croire son argumentaire, si les responsabilités sont établies et les accusations fondées, on pourrait assister à la dissolution de la dite formation politique ou que cette dernière perde son statut juridique conformément à la charte des partis politiques. Suivons un extrait de ses propos au cœur de l'émission L'invité du dimanche dernier sur EZEU TV. Quand ils sont professeurs,
ils reconnaissent ce que je viens de vous dire en ce qui concerne le délai préfixe qui peut faire l'objet de prorogation, de modification. Mais quand ils sont dans l'arène politique, pour des intérêts inavoués, égoïstes, ils méconnaissent ce qu'ils ont eu à enseigner. Bref, pour dire quoi? Vous aviez dit que certains ont utilisé ce prétexte à des fins de trouble, à des fins de manifestation. Monsieur Kader, je voudrais vous dire que la loi est implacable là-dessus. Il faudrait que tous ceux qui auraient fait de telles choses, qui sont en infraction par rapport à la loi, soient poursuivis. Parce qu'ils sont en infraction. Maintenant, là où il faudrait s'arrêter, s'il se confie maintenant que des partis politiques seraient mêlés à de tels actes, il faudrait également que la loi joue sa partition. Je m'en vais vous lire ce qui est prévu dans ce cadre en ce qui concerne la charte sur les partis politiques, parce que nous avions aujourd'hui des responsables de partis politiques qui sont en détention préventive. Je dis bien des responsables de partis politiques qui auraient, agi par rapport à ces actes. Et la loi sur la charte des partis politiques, en son article 5, est très claire là-dessus. La loi dit ceci: les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance. Proscrire l'intolérance. Je continue. Les partis politiques doivent, dans leur programme et dans leur activité, proscrire l'intolérance et l'incitation ou le recours à la violence sous toutes ses formes. C'est l'article 5 que vous retrouvez dans la loi sur la charte des partis politiques. Et quand vous prenez l'article 10, toujours de la charte, aucun parti politique ne peut mettre sur pied ni entretenir une organisation militaire, paramilitaire ou une milice. Pourquoi je le dis? Pourquoi une milice? C'est quoi une milice? Quand vous embauchez des gens, des chasseurs, c'est une milice. Pourquoi faire? C'est pour semer le trouble, c'est pour tirer sur les gens. Et il est dit, de telles entreprises sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal. Et il est dit également que le parti politique dont la responsabilité est établie, je dis bien, dont la responsabilité est établie par voie judiciaire dans la réalisation de ces entreprises, c'est là où il perd son statut juridique. Pour dire quoi? Pour dire, M. Kader, s'il se confirme que ceux qui ont organisé ces troubles, s'ils sont responsables d'un parti politique, non seulement ils seront poursuivis sur le plan pénal, mais le parti également connaîtra, sera aussi puni. Puni en ce sens qu'il peut être suspendu, comme il peut faire l'objet de dissolution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 45, toujours de ce même code sur la charte sur les partis, qui dit expressément, en cas de violation des dispositions de la présente loi, j'ai évoqué la loi, l'article 5, j'ai évoqué l'article 10 tout à l'heure, par un parti politique, le ministre chargé de l'Intérieur peut dénoncer les faits au procureur de la République aux fins de la suspension ou de la dissolution du parti politique concerné. Donc, j'ai dit l'article 5 sur la charte qui punit sévèrement, qui invite tous ceux qui feront montre d'intolérance, ceux qui vont inciter à trouble, inciter à violence, et ce qui est prévu pour sanctionner ces gens-là et pour sanctionner également le parti dans lequel ils se trouvent. Mais ça continue. Le procureur de la République, à son tour, lorsque le ministre de l'Intérieur le saisit, l'article 48 dit ceci: le procureur de la République saisit à cet effet en procès d'urgence la juridiction compétente qui statue sans délai. Et M. Kader, ce n'est pas fini. Vous avez l'article 51 de la charte qui dit ceci: quiconque enfreint les dispositions des articles 4 et 5 que j'ai évoqué tout à l'heure, de la présente loi encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans à 10 ans et une peine d'amende de 10 millions à 20 millions de francs CFA, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolution du parti politique concerné. Voilà. Pourquoi je vous donne tout cela, toutes ces explications? Tout simplement parce que nous avions constaté
que la plupart de ceux-là qui sont en détention préventive, c'est des gens qui sont issus d'un parti politique qu'on appelle les démocrates. Est-ce que vous êtes en train de dire directement qu'on peut assister dans les jours à venir à la suspension, à la dissolution du parti politique les démocrates? Écoutez, c'est la justice qui le ferait, puisque c'est la justice qui décidera au moment opportun. Je tiens à dire devant vous aujourd'hui, monsieur Kader, que vous ne constaterez pas, vous n'entendrez pas que ceux qui sont en détention pour des faits politiques. Non, ils ne sont pas du tout en détention pour des faits politiques, mais pour des infractions de droit commun. À peine le peuple tchadien a-t-il inhumé son défunt président que les relents de combat refont surface avec les menaces des mouvements rebelles et les ripostes verbales des actuels hommes forts de N'Djamena. Une situation qui est de nature à perpétuer les conflits armés qui endiguent le développement de ce grand pays d'Afrique depuis les indépendances. C'est l'explication donnée par le Dr Bouko au micro de Carles Kitome. Ce qui est inquiétant, ce sont les zones ou les fiefs contrôlés par les rebelles. C'est ça qui inquiète et qui menace dans les jours à venir, si rien n'est fait par la junte pour pouvoir ramener la balle à terre et faire en soi peut-être une assise nationale dans les jours à venir, de marcher sur N'Djamena. Mais je crois que pour demain, ce serait trop précipité de pouvoir espérer que les rebelles puissent mettre à exécution leurs menaces. Oui, c'est vrai, le maréchal Idriss Itno Déby est considéré comme le cerveau moteur de la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel en général et dans le Sahel, dans le G5 Sahel en particulier, dans le CR et dans le Sahel en général. Je crois que c'est vrai, cela va porter un coup dur sur la stratégie de lutte qui était menée ou mise en place à l'époque. Mais je crois qu'il y a les forces, les forces de lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il y a les forces multinationales qui sont là, il y a les forces régionales, il y a les forces internationales, il y a les forces tchadiennes également, que l'on retrouvait beaucoup plus au fond. Le cas malien, peut-être si vous allez au Mali, dans la région du Mali, ce sont les Tchadiens qui faisaient le plus gros lot du job. Également en Mauritanie, dans le nord de la Mauritanie, c'est pareil. Le Cameroun également, plus ou moins, puisqu'ils ont des zones qu'ils partagent entre le Cameroun et le Tchad. Je crois que sa disparition, c'est vrai, donc ça risque de porter un coup dur à la stratégie, mais je crois que quelque part, pour moi, l'espoir est quand même permis, puisque les hommes qu'il faut, à ce que les hommes qu'il faut qui sont déployés sur le terrain, qu'ils continuent donc d'avancer dans la stratégie, c'est le plus important, que le soutien également qui est apporté au G5 Sahel par les puissances étrangères ne puisse pas faire défaut, puisque c'est de cela qu'il s'agit, puisque si la stratégie est maintenue, il faut les moyens, il faut de la logistique, il faut les moyens financiers, etc. Si le soutien continue donc de ne pas faire défaut à ces États-là et au Tchad et à l'armée tchadienne, je crois que quand même quelque part, il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer à ce que la mission du G5 Sahel, c'est-à-dire débarrasser la région donc des terroristes, pourrait effectivement un jour être une réalité. La situation tchadienne qui pourrait menacer la paix, non seulement dans le pays du président Tombalbaye, mais également dans une bonne partie de l'Afrique, à moins que les parties prenantes affinent leur stratégie en optimisant les moyens dont ils disposent. Propos recueillis par Carles Kitome. J'ai dit le cas tchadien est vraiment particulier parce que le premier président qui a été démocratiquement élu au Tchad, c'est François Tombalbaye. En dehors de François Tombalbaye, tous les autres, que ce soit le général Félix Maloum, Gougouni Bouedeye, Hissène Abré, Idriss Déby lui-même, qui est venu aux affaires depuis le 5 décembre 1990 et qui s'y accroche, parce que ça fait 31 ans, voilà, qui vient d'être réélu à la majorité écrasante au premier tour, encore pour un 6e mandat, ce qui peut-être va l'amener à faire 36 ou 37 ans aux affaires. Vous comprenez, moi je crois que quelque part, les dirigeants africains exagèrent un tant soit peu lorsqu'ils ont le pouvoir en main. Et c'est cela, c'est ce qui s'est passé. Vous avez évoqué le cas du Burkina Faso. 27 ans aux affaires, 31 ans au Tchad, 40 ans, je sais pas, au Cameroun,
en Guinée équatoriale, 39 ans, 41 ans, etc., etc. Je crois qu'à un moment donné, quand le peuple en a marre, c'est ce à quoi nous assistons. Nous avons vu même plus loin, donc au Zimbabwe, le cas donc, de Robert Mugabe, plus de 50 ans au pouvoir, etc. Je crois que c'est des pratiques en 2021 qu'il faut décourager. Nous ne sommes plus aux années de la royauté, de l'empire, etc., où c'est la mort qui met fin à votre règne. L'Afrique n'est plus à cette étape-là. Si la Constitution vous dit que c'est un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, je ne sais pas, qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir respecter cela? Et généralement, nous voyons qu'est-ce qui se passe au terme de leur mandat, on essaie de tripatouiller, de changer la Constitution, de la faire voter, etc. Pour dire, bon voilà, le peuple a décidé à ce que je continue. Nul n'est indispensable et nul n'est irremplaçable sur Terre. Vous comprenez? Je crois que l'on commence avec tous ces abus, hein, je pense que j'appellerais ça abus, qui amènent donc quelquefois le peuple lui-même ou une partie du peuple, donc, comme c'est le cas donc, de la rébellion tchadienne, comme c'est le cas donc, du Mali, comme c'est le cas du Burkina Faso, soit le peuple lui-même en général, soit une partie du peuple qui essaie de prendre sa destinée en main pour dire, bon, assez c'est assez, vous n'êtes pas le seul, ce n'est pas une dynastie, ce n'est pas une royauté. Et malheureusement, comme ce qui se passe, par rapport au cas du Tchad, on a tendance à croire que c'est une royauté, puisque c'est le fils qui remplace désormais le père. Pour moi, bonnet bleu, blanc bonnet. Rien ne change. Et je crois si les circonstances pour lesquelles les gens, les rebelles ont pris les armes, ne changent pas, il n'y a pas de quoi à espérer. Les 7 clubs de Soroptimistes du Bénin se sont mués en fédération le samedi dernier. L'Assemblée générale constitutive de cette union s'est déroulée à l'amphi Christophe Sadele de l'Institut des sciences biomédicales appliquées de Cotonou. Reportage à Setondelarius Adjagbenon et Jefté Hungé. Sommes fiers d'être les meilleurs, servir notre nation, la servir au mieux. S'unir pour mieux défendre les couleurs du Bénin dans les instances fêtières, les sœurs Soroptimistes des clubs Cotonou Doyen, Cotonou Amazon, Cotonou Gazelle, Parakou la Grande Royale, Cotonou Sika Or, Calavi Colombe et Cotonou Améthyste ont concrétisé un vœu latin le samedi 24 avril 2021 à Lisba. Mes sœurs, c'est un moment historique, un moment de victoire, n'est-ce pas? Une victoire d'endurance, d'abnégation et de courage. Ce rêve que nous avons caressé ensemble pendant des années a fini par se réaliser. Oui, le Bénin, grâce à ces 7 clubs aujourd'hui, a reçu son acte officiel de se constituer en une union. Désormais, ce n'est plus en rang dispersé, en club individuel, que nous ferons face à la Fédération africaine, mais en union, en pays. Pour incarner la nouvelle ère du Soroptimiste au Bénin, les congressistes ont élu un bureau de 9 membres avec à sa tête Raïma Oseni Moudachiro. Cette équipe est appelée à travailler en symbiose pour servir davantage la communauté. C'est le lieu de féliciter les membres du premier bureau du Soroptimiste international pays Bénin et vous toutes, les Soroptimistes du Bénin, qui avez œuvré et travaillé sans relâche pour l'avènement de notre SIP 32 ans après la création du premier club. Le chemin a été long, certes, mais nous y sommes arrivés. Je vous remercie pour la qualité du travail accompli. Chers Soroptimistes, je sais compter sur la disponibilité et l'accompagnement de nous toutes pour les défis à relever afin que notre SIP soit toujours vibrante et performante.
Pour mémoire, le Soroptimisme International est un réseau de femmes exerçant une activité professionnelle. Premier club service féminin au monde, ses membres militent en faveur des droits humains et du statut de la femme. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Au Tchad, c'est une semaine décisive qui s'ouvre après une autre qui a bouleversé le pays, de la mort d'Idriss Déby à la mise en place du comité militaire de transition dirigé par le fils du chef de l'État. Le deuil national se poursuit à N'Djamena, mais la société civile veut pousser le CMT à partager la transition. Le contenu de la charte ne passe toujours pas. Mahamad Kata a plus de pouvoir qu'en avait son père. S'est exclamé dimanche le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme, Mahamat Nour Mbedou, créant comme beaucoup ici que les 18 mois annoncés ne soient qu'un début pour le fils d'Idriss Déby. Plusieurs organisations et opposants appellent à des manifestations à compter de demain, mardi 27 avril. Reste à voir si la population osera y prendre part dans une ville sillonnée par les militaires et que beaucoup ont quitté par crainte d'affrontements armés. Au Sénégal, 2 nourrissons internés à l'hôpital Maguette Lo de Linguère ont finalement pu être sauvés après l'incendie qui a touché le service de néonatologie. Incendie qui a malheureusement fait 4 victimes, tous des nouveau-nés. Les autorités avancent la thèse de l'accident et annoncent une enquête en cours. Le choc reste très vif après ce drame. Les 4 nourrissons internés au service de néonatologie, morts dans l'incendie qui a ravagé une pièce du bâtiment en question, ont finalement été rendus à leurs proches qui ont procédé à l'inhumation ce dimanche. Le maire de Linguère, ancien ministre de l'Intérieur, avance la thèse de l'accident dû à une défaillance d'une unité de climatisation. Plusieurs autorités se sont rendues sur place pour apporter leur soutien aux familles éplorées. Selon le maire de Linguère, des travaux de réparation et remise à neuf seront rapidement entrepris pour que ce service puisse à nouveau accueillir des patients. Le 25 avril dernier était la journée internationale de lutte contre le paludisme, maladie qui a entraîné la mort de près de 400 000 personnes dans le monde. En 2019, en grande majorité des enfants de moins de 5 ans. Bien que mortel, ce parasite peut être soigné grâce à des traitements à base d'artémisinine combinée, aussi appelée bithérapie. Mais le problème de ces traitements, c'est que les parasites ont tendance à y résister de plus en plus fréquemment. Alors, certains chercheurs travaillent sur l'élaboration de nouveaux médicaments et des essais sont actuellement menés sur 1600 enfants de moins de 5 ans au Mali, Ghana, Gabon et Bénin. Les essais cliniques menés dans ces 4 pays africains testent en grandeur nature des médicaments toujours à base d'artémisinine, non plus en mais en trithérapie. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. En déplacement à René-Pleven le samedi dernier, ESA UFC a confirmé sa bonne forme en ce début de la Super League Pro. Les poulains de Mathias Deguenon ont dominé Éternel FC 2-1 grâce à un doublé de Bachir Faisal, 26e et 48e minute. Ils ont pourtant concédé l'ouverture du score sur un penalty de Nicolas Nyanadjo à la 8e minute. Mathias Deguenon, entraîneur de ZAUFC, et Alphonse Henou, membre de l'encadrement technique d'Éternel, ont analysé la partie. Propos recueillis par Seton Delarios. Adjabeno. Chaque fois que vous gagnez, c'est le sentiment de joie, de satisfaction. C'est vrai qu'on a été cueilli à froid très tôt, à la 8e minute, par, je crois, un penalty. Et ça devrait normalement nous refroidir, mais je crois que c'est en ce moment que les jeunes ont compris que rien n'était perdu. Ils y ont cru et très vite, ils sont revenus au score. Et je crois que dans l'ensemble, nous avons su analyser et comprendre que le jeu de l'adversaire était du côté gauche parce que c'est leur côté fort. Et c'est ce que nous avons essayé de régler à notre niveau, bloquer le couloir. Et je crois que
C'est ce qui nous a permis d'avoir maintenant la possession du jeu et de prendre l'avantage. C'est un match de football qui dure 90 minutes et le meilleur a gagné. Bon, d'abord, hier, il a eu un séisme au niveau de l'encadrement technique, ce qui nous a amené par la force des choses à être ici. Je ne sais pas si c'est ça qui a joué sur les joueurs, mais ils n'ont pas respecté du tout le schéma tactique à leur donner comme consigne. Nous allons reprendre les entraînements avec le nouveau encadrement technique, pas faire les pauses, amener les enfants à suivre les consignes des entraîneurs et le meilleur reste à venir. Le changement de staff technique à la veille de cette troisième journée n'a pas servi de club d'Agblangandin. ESAU-FC enchaîne une deuxième victoire de suite et prend les commandes du championnat devant Aema FC. Un dauphin qui a également réalisé un sans faute lors de ses 2 premiers matchs à la Super League Pro. Chéri Damilola et ses partenaires sont allés battre les conducteurs de Dynamo FC de Parakou 1-0. Pour son premier match à domicile lors des play-offs, Requin FC est tombé face à Audio FC 0-1. Dominateur mais maladroit devant les buts, les rouges et blancs sont fait surprendre par les Comé Boys en contre à la 26e minute. Johnson Ampa ouvre le score sur un service de Joël Chibozo. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Les protégés de Vivien Koblanou se relancent grâce à ce succès alors que Moudachirou Amadou et ses poulains marquent le pas après la belle opération réalisée à Parakou. Suivez le débriefing des 2 entraîneurs au micro de Setondelarius Adjabweno. La première partie, on n'était pas dans le match. On a encaissé un but. La deuxième partie, on a poussé, faire le changement. On a essayé d'appuyer. Bon, on a eu plus d'occasions, mais on n'a pas pu marquer. Notre attaque n'a pas du tout marché. On a eu plus de 7 à 8 chances. Dans la première partie, par Baudouin. La deuxième partie, on a eu beaucoup de chances. On n'a pas pu marquer. Bon, à ce niveau de championnat, si vous ne marquez pas, les autres marquent. Ils essaient de bloquer derrière. Voilà, on a perdu les 3 points. Je vais dire un grand merci à ces poulets qui sont comportés, qui ont respecté ce que nous voulons dans ce match. La fois à venir, je crois que nous allons plus mettre le pied sur le ballon, nous allons poser le ballon. C'est notre manière de jouer. Mais ce soir, il fallait rentrer dans la bataille, bataille dans tous les compartiments du jeu. Et puis enfin, c'est fait. Aller en contre-attaque, c'est ça qui nous a conduit à gagner. Et les prochaines fois, je crois que nous allons encore plus améliorer les prestations pour donner encore plus de sensations à notre peuple qui attend beaucoup de nous. Dans les autres matchs de la deuxième journée, Béké a tenu en échec Dragon 2 buts partout au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Assos et Buffle se sont séparés sur un score nul et vierge au centre d'excellence de football de Misérité. Enfin, Damissi FC et AS Cotonou se sont neutralisés sur le score de parité d'1 but partout. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.